nos amis entrepreneurs, dont la plupart sont coincés dans la case S que je venais de décrire, ils nous décrivent leurs soucis, leurs grosses difficultés. Vous pouvez le voir ici, 84% du temps, c'est pour rechercher les différents. Ils passent leur temps à rechercher les différentes ressources dont leur business a besoin. Parce que oui, un business, c'est bien. Vous êtes là, vous avez un nom, vous avez de la paperasse, mais il faut chercher des clients, il faut chercher des employés, il faut comprendre votre industrie, il y a tellement de choses à faire dans un business. Il faut gérer du personnel, il faut rémunérer le personnel, il faut recruter les meilleurs. Du coup, ça fait que, bon, voilà, il, y a, il faut du temps à tout ça. Et il y en a qui n'ont pas assez de temps ou qui n'ont tout simplement pas les compétences requises pour être partout à la fois. Et ça n'est pas une faiblesse, c'est tout simplement le reconnaître. 62%, ils se plaignent de l'absence d'opportunités concrètes de financement. Et là, on y vient, le nerf de la guerre. Je rappelle que nous parlons ici d'une réalité purement canadienne. Ce n'est pas un pays obscur, un pays sous-développé, qui n'a jamais entendu parler de développement. Il faut comprendre que même dans les pays dits développés, les entrepreneurs galèrent pour obtenir du financement. Et dû à plusieurs raisons. Parce que la plupart de ces mécanismes de financement, regardez dans vos banques, regardez les banques autour de vous, regardez les organes de financement autour de vous. La plupart qui essaient aujourd'hui de s'adapter au temps moderne étaient conçus à une époque où très peu de gens osaient entreprendre. La logique, c'était on étudiait, on trouvait un boulot, on était artisan, on était, comment dirais-je, ouvrier, et puis on gravissait les échelons, on visait le boss de le job de son manager, et puis on attendait qu'il meure, et puis voilà, si une position s'ouvre, on la prenait, et ainsi de suite. Aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde essaie d'entreprendre avec deux bouts de ficelle. Il y a de quoi. Parce que le monde est plus connecté que jamais, le monde est plus interactif que jamais. Vous pouvez parler à des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Avant, ça vous aurait pris un billet d'avion et 3 jours de voyage, si pas plus. Mais aujourd'hui, ben, vous pouvez en un clic, en un petit chat, atteindre une cible qui est très éloignée de votre emplacement physique. Et c'est comme ça. Donc, la plupart des bailleurs de fonds et tous ceux qui financent finalement l'entrepreneuriat partent des gabarits, partent de grilles de lecture totalement surannées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils regardaient, c'est pas ce qui se fait aujourd'hui dans l'entreprise. On va vous demander très peu de gens aujourd'hui encore, même dans les pays développés, très peu de financiers peuvent vous prêter si vous n'avez pas 1 ou 2 ans d'état financier. C'est-à-dire si vous n'êtes pas déjà bancable à leurs yeux. Alors, si vous venez de commencer, et que vous passez les 2 premières années de votre vie financière plus ou moins dans l'informel. Où est-ce que vous trouvez les états financiers? Ce qui me permet ici de dire aussi, la partie informelle, là, il faut la minimiser, mais alors au maximum. C'est vrai, dans certains de nos pays, hem, la fiscalité est beaucoup trop pesante. Mais il faut savoir que chaque jour que votre business demeure dans l'informel est une journée que vous avez perdue. Que vous avez perdue par rapport à ce que les banquiers pourraient vous demander, par rapport à ceux qui sont équipés pour vous accompagner pourraient vous demander. Enregistrez votre business, même s'il est très peu actif. À la fin de l'année, faites votre exercice de fiscalité, déclarez ce que vous avez gagné, y compris si vous n'avez rien gagné. Beaucoup de pays sont équipés par des législations qui vous permettent de dire cette année, nous n'avons rien fait. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins, vous avez une preuve de l'autorité fiscale que voilà, vous avez gagné zéro ou vous avez été à perte à cause de la pandémie, parce que pour une variété de raisons. Mais ne passez pas des années et des années à ne rien faire parce que, soi-disant, vous fouillez le fisc, soi-disant, si on vous identifie, on va vous taxer à mort. Parce qu'une fois que vous avez le pied dans l'entrepreneuriat, ben, l'idée, c'est quoi? C'est de créer de la valeur que vous allez monnayer, voyez-vous? Et donc, la valeur que vous devrez aussi déclarer. Parce que l'État doit avoir sa part, mais nous savons tous, c'est un secret de polichinelle que des fois nos États sont beaucoup trop gourmands, avec très peu de facilité pour les jeunes pousses, avec pas du tout de break, de vacances, d'exonération, où on vous dit pour les X premières années. Mais même ça, moi je ne prétends pas maîtriser toutes les législations de beaucoup
de pays africains, je suis de près ce qui se passe chez moi en RDC et je suis de près ce qui se passe chez moi en Afrique du Sud et dans quelques autres pays où j'ai vraiment un pied à terre. Mais sinon, pour le reste, ben, je découvre comme vous. Je lis, je m'informe au détour d'une expérience. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs, ils galèrent plus par manque d'informations que autre chose. Ils ne savent pas même dans les pays développés, des entrepreneurs qui ne connaissent pas les produits, les services, les facilités que leur gouvernement, que des ONG mettent en place pour soutenir les jeunes pousses comme eux. Donc voilà, il faut ouvrir les yeux à identifier les mécanismes qui peuvent vous assister, mais chaque jour que vous passez dans l'informel est du temps que vous perdez. Parce que quand vous allez finalement décider de formaliser votre entreprise, on vous demandera tel papier et on vous demandera tel papier et vous direz non, 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 vous pouvez demander à ma femme, mon entreprise existait déjà en ce temps-là. Mais non, prouvez-nous l'existence de l'entreprise. Est-ce que vous aviez un seul client? Qu'est-ce que vous vendiez même? Donc, la démarche de formalisation, non seulement elle vous amène à réfléchir, à vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est viable? Mais aussi, elle vous amène à garder de l'historique pour que quand vous serez enfin rentable, viable, quand on vous regardera enfin, on puisse voir, ah non, non, c'est vrai, il y a des traces. Depuis 3 ans, ils sont là. Depuis 2 ans, ils sont là. Depuis 12 mois, ils sont là. Plutôt que le jour où votre banquier vous appelle pour essayer de voir votre entreprise, c'est là que vous commencez à vite vous arracher les cheveux pour trouver un notaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me certifier que son entreprise existe? Et je ne parle même pas d'entreprises qui, dans beaucoup de nos pays africains, ne sont nées que pour gagner de gros contrats. Une entreprise qui gagne un contrat étatique de millions de dollars, mais qui, vous regardez, elle a été créée au registre de commerce il y a 3 mois. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont monté cette entreprise tout simplement parce qu'ils étaient bien connectés pour gagner ce marché-là. Nous parlons ici d'entreprises, même qui emploient une seule personne, ou deux, ou trois, mais qui ont un pédigré. Essayons de bâtir une Afrique plutôt durable. Les one-shot là, coups de baguette magique là, ça peut aider une personne pendant un certain temps, mais ça ne peut pas fondamentalement aider à faire avancer notre continent. Donc voilà, et là on regarde ici, je regarde par exemple je suis toujours dans ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont le plus besoin, ces entrepreneurs qui se sont exprimés, qui ont parlé à travers l'exercice que je vous relate. Vous pouvez voir là qu'il y a par exemple la partie financement, évidemment, j'en parlais, le nerf de la guerre. 70%, ils ont dit que eux, leur besoin le plus urgent, c'est le financement. L'argent, le nerf de la guerre. Mais attention, j'aimerais juste dire ceci. Je ne vais pas ici passer beaucoup de temps à répéter pourquoi l'argent est important dans le business. Je pense que si vous m'écoutez, c'est probablement que vous le savez déjà mieux que moi. Seulement, attention à ne pas être tellement obsédé par le besoin d'argent au point d'en oublier les autres besoins qui, souvent lorsqu'ils sont pourvus, eux, peuvent vous équiper à mieux trouver de l'argent dont vous avez besoin. Je m'explique. Trop souvent, on est là, entrepreneur, on tend la main, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Évidemment que c'est mieux quand quelqu'un te fait un chèque, quand quelqu'un te fait un virement, parce qu'à la fin, on cherche de l'argent. C'est pour ça que dans beaucoup de nos langages plutôt familiers, on dit je cherche. Mais qu'en est-il du mentorat? Regardez la place du mentorat sur le graphique que vous avez devant vous. Le mentorat, 50%. Ils disent, voilà, nous, notre besoin, au-delà de tout, c'est le mentorat. D'accord? Apprenons à valoriser le mentorat. C'est quoi le mentorat? C'est un accompagnement. Il y en a toujours qui le font mieux que vous dans l'industrie où vous êtes, dans le secteur où vous êtes. Il y en a toujours peut-être qui ne sont pas plus brillants que vous, mais qui ont commencé plus tôt que vous. Ils ont déjà 2, 3, 5 ans de terrain. Ils se sont cassés les dents. Donc aujourd'hui, vous êtes aux prises avec des réalités que eux ont connues déjà. Ils vont vous éviter plusieurs arnaques auprès des douanes, auprès des impôts, auprès de ceci. Ils ont fait l'exercice déjà 2, 3 fois. D'accord? Il faut briser ces limites, souvent culturelles, mais tout à fait, heu heu, voilà, ces limites qui nous retiennent, ces limites qui nous empêchent lorsqu'on doit aller demander un conseil.
Il faut valoriser le conseil. Une fois que tu te rends compte que c'est important de savoir, le conseil, c'est quoi? C'est quelqu'un qui partage son expérience. Maintenant, il y a des conseils payants, il y a des conseils qui sont plus ou moins gratuits, mais le mentorat, c'est ça. C'est un cheminement. Ce n'est pas un one-off, c'est pas un one-shot. Il faut sortir de cette culture où on a tellement le secret. Le secret de mon entreprise se trouve dans ma petite mallette. Personne ne sait ce que cette entreprise fait. Je circule, je passe, je monte, je descends, je me fais écraser par un camion, c'est fini. Personne ne sait quelle était la vision. Personne. Non. Ouvrez-vous. Oui, il y a des business où vous ne pouvez pas tout. D'ailleurs, souvent, dans le business, la retenue, c'est très encouragé parce que les concurrents sont à l'écoute, parce que, voilà, il y a des choses qui ne se disent pas. Tu ne vas pas être là à attendre un très gros contrat et puis tu passes ton temps à l'afficher sur les réseaux sociaux. Non, mais pour autant, il y a absolument nécessité de s'ouvrir, d'avoir ne fût-ce qu'un ou deux coachs, une ou deux personnes expérimentées qui vous accompagnent à diverses étapes de la croissance de votre entreprise. Elles peuvent être dans une industrie tout à fait différente, mais au moins elles peuvent vous partager. Ah, tu es maintenant à la première déclaration d'impôt de ton entreprise. Voilà comment on fait. Au-delà de tout ce qui est écrit sur le site web de la DGI, de la Direction générale des impôts, je te dis, tu vas perdre trop de temps si tu commences par telle case, parce que moi, ça fait 3 ans de suite que je le fais. La réalité, elle est comme ci et comme ça. Voilà comment les gens s'entraident, voilà comment on évolue, plutôt que de dire, ah, c'est mon business, ah, je l'ai sous le coude, personne ne doit savoir ce que je fais. Voyez-vous? Il y a aussi le besoin de visibilité grâce aux outils digitaux. Aujourd'hui, le numérique, il devient invasif. Le numérique, ou plutôt la transformation numérique, telle que je la prêche ici, telle que je l'exprime ici, elle devrait venir nous aider à nous rendre plus visibles. Elle devrait être fondatrice dans la création de nos entreprises. Nous devons, au moment où nous créons nos entreprises, laisser une place pour le numérique. Pas à la fin, un à côté, un afterthought, quand tout sera fait. Comme je le disais, si vous avez suivi mon parti pris congolais du dimanche passé, que je vous recommande d'ailleurs, c'était le numéro 47, où je disais, voilà, on a tous l'habitude de voir, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a même des programmes étatiques parfois qui commencent, et c'est vers la fin, quand on en est à tout finir, les budgets sont déjà épuisés et puis on va chercher des petits du quartier, dit petit, vous êtes des informaticiens, est-ce que vous pouvez pas nous développer un petit site web? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit réseau là parce que on a besoin de connecter 2 ou 3 ordinateurs sur internet? Ça n'est pas ça la transformation numérique. Nous devons commencer à la base de nos entreprises avec une pensée pour le numérique. Comment on va être plus visible face au numérique? Comment on va trouver plus de clients face au numérique? Comment on va mieux communiquer notre message grâce au numérique? Comment on va être plus performant grâce au numérique? Quand vous intégrez cette pensée-là dans la conception, dans l'architecture primaire de votre business, vous trouverez que, voilà, investir dans l'informatique, par exemple, ça n'est pas vu comme un coût. Parce que très souvent, vous et moi qui sommes ceux d'entre vous qui êtes dans l'informatique, une des grosses frustrations, quand vous parlez à des décideurs souvent informatiques et on vous dit, oh là, l'informatique, là, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Oh, les serveurs, ça coûte trop cher. Oh, non, ça va, on va voir après. Quand vous parlez du cloud, on ne connaît pas. Ouais, mais attends, on va voler nos données. Et la personne qui te dit, il fait tout son business des, euh, avec des communications qui reposent sur Gmail. Comme si Gmail était épargné par son oncle chez lui à la maison. Tu connais Gmail, c'est qui? Tu sais où sont les serveurs de Google qui épargnent tes données? Donc, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir au monde, les amis. Il faut s'ouvrir au monde. J'en ai parlé dans d'autres numéros, j'y reviendrai dans des prochains numéros, mais besoin de visibilité, qui n'exclut pas un besoin de sécurité, évidemment. Adoption du digital à chaque pas de la croissance de votre entreprise et non pas juste un à côté, un nice to have. Quand on aura tout, peut-être qu'on va mettre un peu saupoudré du digital. Je le disais, je l'ai dit et je le répéterai jamais assez. Donc, je connais par exemple moi aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes de pitching. Vous pouvez le voir, ça n'est pas le plus important, mais quand vous regardez le petit graphique, c'est en haut, environ, enfin, tout au fond, là, au fond, environ 20%, ils ont dit, eux, leur sérieux problème, c'est le pitching. Moi, le pitching, c'est-à-dire savoir présenter son projet, présenter son entreprise. Alors, moi, j'ai été assez impressionné par ça, déjà par l'humilité d'un chef d'entreprise à, à dire qu'un de mes gros problèmes,
c'est de savoir vendre ma valeur ajoutée. Parce que perso, je connais beaucoup d'ingénieurs, je connais beaucoup d'intellectuels dans d'autres disciplines, très brillants, mais qui sont comme génétiquement incapables de vendre une bouteille d'eau à un mec assoiffé en plein désert, les amis. Qui sont nuls en vente. Les ventes, ça s'apprend. Savoir faire ressortir la valeur ajoutée d'un produit, ça s'apprend. Il y a des gens, leur fort, c'est des ingénieurs. Ils savent concevoir des choses. Ils savent construire des choses qui techniquement marchent. C'est OK. Vous pouvez chaque jour apprendre développer vos compétences en vente, mais surtout, tu dois t'entourer. Entoure-toi des gens qui peuvent mieux faire ressortir ta valeur ajoutée, la valeur ajoutée de ton entreprise que toi. Si tu peux l'apprendre tout seul, tant mieux. Mais si tu ne peux pas l'apprendre tout seul, entoure-toi des gens à temps plein, à temps partiel, qui peuvent regarder ton entreprise et faire ressortir sa valeur ajoutée, qui peuvent mieux parler de ton entreprise. Ça ne te dévalorise en rien. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de diminué. Parce que trop souvent, on a, surtout dans une conception africaine, on veut être le patron, on veut être le boss. Moi, je suis passé par des petites entreprises. Je me souviens, j'ai travaillé pour une petite entreprise où le patron, c'était moi le commercial, et le patron n'était pas un vendeur particulièrement doué, mais c'était un génie technique. C'est quelqu'un qui vous sortait des trucs, que, qui vous concevait des choses qui marchaient. Et moi, à l'époque, j'étais très jeune, mais il m'a pris par la main, il m'a dit, écoute, vous pouvez voir, chaque fois qu'il doit parler devant un parterre de clients, c'est pas qu'il tremble, il n'est pas à l'aise, il n'est pas dans son élément. Lui, son élément, c'est derrière un clavier, derrière un écran, à inventer des choses. Vous avez peut-être des jeunes qui travaillent pour vous, qui travaillent avec vous, qui sont vos collaborateurs. Et vous sentez que le jeune, il est à l'aise. Il peut parler à 10, 20, 50, 100 personnes sans avoir la frousse. Eh bien, appelez-le, invitez-le à grandir. Donnez-lui les outils qu'il faut pour grandir et avoir la confiance qu'il faut pour aller vendre votre entreprise. Ne vous dites pas, ouais, quand il va tout maîtriser et puis il va partir et puis il ira vendre chez le concurrent. Eh bien, à force de vouloir tout garder, eh bien, vous mourrez avec vos idées. Si c'est ça la vision de votre entreprise, ben, qui suis-je pour vous juger? Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Vous avez vu. Et d'ailleurs, le rapport entier, je vous l'ai mis en commentaire. Il est très instructif, les amis.